Amis téléspectateurs de Pan-African Media, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous faites bien de rester scotchés sur nos antennes. Il est 20h, c'est l'heure d'information. À la et de outsider à favori, tout peut arriver. Mesdames, messieurs, voilà les principaux titres de cette information ou de cette édition d'information sur votre chaîne Pan-African Media. Le développement, à tout de suite. Nous le disions en titre, l'année 2024 semble sans répit pour l'Alliance internationale de BRICS+. L'année à peine ouverte, c'est au pas de course que l'équipe chapeautée par Larissa Jelenstova, présidente de l'Alliance internationale des BRICS, a repris sa marche vers le continent africain. Après un bref séjour à Malabo où des accords stratégiques ont été paraphés entre le vice-président de l'Alliance, M. Aoua Donmelo, et le gouverneur de la Guinée équatoriale. L'équipe séjourne actuellement à Bangui, en Centrafrique, donc depuis le 14 janvier 2024, avec pour objectif la réalisation des promesses relatives aux projets structurants présentés lors des précédentes missions de l'Alliance internationale des BRICS+. Pour l'occasion, Pan-African Media, qui couvre cette mission, a eu l'honneur de prendre à chaud Madame Zelenchova, qui s'exprime sur leur présence dans la coquette ville. Écoutons-la plutôt. She's welcoming us and asking what is the main point, the importance of this third edition of the visit to the BRICS Alliance here. Dear friends, we have come today for the third time to your beautiful country. Nous sommes ici pour la troisième fois dans votre magnifique pays. The first visit was actually about to work out strategic plan of our cooperation. La première visite était celle de travailler, consistait à travailler sur des stratégies de coopération entre l'Alliance internationale des BRICS et votre pays. The second visit was devoted to signing MOU. La deuxième visite a consisté à signer des MOU, c'est-à-dire des mémorandums d'entente entre les deux parties. And now we have come to realize those projects. Et maintenant, nous sommes là pour la troisième fois pour réaliser ces projets. And I must tell also some things about your country and your people. We are here, BRICS countries, we come from India, Emirates, China, they will come a little bit later this evening, Russia, and of course under organization from Russian side. Because we always were your friends, we are friends, and we shall be friends, and friends must help each other. And we are always shoulder to shoulder with you in this life. Voilà, nous sommes là, c'est plusieurs nationalités comme vous le connaissez qui constituent l'Alliance internationale des BRICS. Et dans la délégation qui est déjà présente et celle qui va arriver dans les heures à venir, il y a des investisseurs des Émirats Arabes Unis, il y a des Chinois, des Russes et bien d'autres nationalités et des Indiens également qui sont d'ailleurs là. Already, I said it already. Ok, donc qui sont tous là et c'est par amour pour ce grand peuple qui est le peuple centrafricain. Nous avons déjà entamé un certain nombre de choses qui font en sorte qu'aujourd'hui toutes ces populations, tous ces pays n'ont qu'une envie, c'est de venir ici accompagner le peuple centrafricain et son gouvernement dans les projets de développement. And maybe the most important remark that we are very thankful to Monsieur, His Excellence, Monsieur Président de votre République for welcoming us. And more than that, he's a very, how to say, very clever and very brave man, because we understand how the situation is difficult and how he tries to help his people to make for his people
decent life, and not only for the people of this generation, but for future generation. He's a very brave man, and we are ready to help him. Et nous ne saurons terminer ces premières déclarations sans remercier le chef de l'État, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, un homme qui est doté d'une très grande sagesse, mais surtout il a un amour très grand pour son peuple. Il est engagé résolument dans le développement et le bien-être de sa population. On sait que c'est très difficile, mais il est engagé et donc d'où notre détermination également à l'accompagner dans tout ce qu'il entreprend pour le bien-être des Centrafricains. Toute l'équipe de Pan African Media pour cette réaction à chaud. La suite du journal Lutte contre le paludisme, le Cap-Vert, archipel dans l'océan Atlantique, est devenu depuis vendredi 12 janvier 2024 le troisième pays d'Afrique où le paludisme justement est officiellement considéré comme éradiqué, alors que la maladie fait des ravages accélérés en tuant des centaines de personnes sur le continent. Eve Sanjo pour plus de précisions. Le Cap-Vert, pays de 500 000 habitants, est le premier pays d'Afrique subsaharienne depuis 50 ans et l'île Maurice en 1973, auquel l'Organisation mondiale de la santé reconnaît d'avoir entièrement éliminé le paludisme. Plus de 40 États ont obtenu la même certification, décernée quand un pays fournit la preuve que la chaîne de transmission domestique par les moustiques est interrompue à l'échelle nationale pendant au moins 3 années consécutives. La réussite du Cap-Vert est un rayon d'espoir pour le continent africain. Elle démontre qu'avec une volonté politique forte et efficace, le paludisme n'est peut-être qu'un mauvais souvenir. Aujourd'hui, la malaria continue cependant à causer la mort d'un nombre estimé en 2022 à 608 000 personnes pour près de 50 millions de contaminations à travers le monde, précise le site de l'OMS. La cinquantaine des pays supportent une partie disproportionnée du tribut avec 580 000 décès, soit 95% du total mondial et 94% des contaminations. Les enfants de moins de 5 ans représentent 80% des décès en Afrique. Le combat contre la malaria a longtemps surtout consisté dans la prévention avec l'emploi de la moustiquaire ou la prise de médicaments préventifs et le recours aux insecticides. Au Mali, justement, pays d'Assimi Goïta qui réaffirme son soutien à la souveraineté de la Chine sur Taïwan. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali a publié un communiqué le 14 janvier 2024 dans lequel il prend acte des résultats des élections législatives tenues le 13 janvier 2024 à Taïwan. Le communiqué réaffirme également solennellement l'attachement du gouvernement malien à la souveraineté de la République populaire de Chine sur l'ensemble de son territoire national. Il considère d'ailleurs Taïwan comme partie intégrante de la Chine et réitère son adhésion au consensus d'une Chine unique. Le communiqué exprime également le soutien du Mali au gouvernement de la République populaire de Chine, seul représentant légitime légal du peuple chinois. Parlons dans ce journal de la journée nationale de souveraineté retrouvée au Mali. La célébration se poursuit sur l'ensemble du territoire. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, Ismaël Ouagué, a présidé la deuxième édition de cette journée dite de souveraineté nationale à Kidal le dimanche 14 janvier 2024. Cette activité marque la toute première fois de cet événement historique dans cette région. Fabiola Dombe. Cette commémoration retrouve tout son sens dans cette ville historique et symbolique pour le Mali de Modibo Keïta. Il y a 10 ans, elle était sous l'emprise des djihadistes séparatistes. Aujourd'hui, elle brille et manifeste une harmonie parfaite avec des forces armées maliennes et les populations vivent paisiblement sur le sol. Dans le cadre de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, le ministre malien de la Réconciliation nationale, le colonel Ismaël Ouagué, s'est rendu le dimanche 14 janvier à Kidal, une visite qui reste un symbole fort de la consolidation de la souveraineté du Mali sur l'ensemble de son territoire et une nouvelle étape dans le processus de pacification du nord du Mali qui a été marqué pendant des années par de conflits. Aujourd'hui, on le dit haut et fort, la souveraineté retrouvée, c'est avec le retour de Kidal dans la République.
Pour cette journée, dite Journée Souveraineté Nationale Retrouvée, deuxième édition, la ville de Kidal l'accueille pour la première fois sur son territoire en tant que territoire malien. La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs personnalités, dont le gouverneur de Kidal, le général de division Aladi Ak Gamon, ainsi que des représentants des autorités coutumières et religieuses. Dans son discours, le général Ak Gamon a souligné l'importance de la commémoration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée à l'échelle nationale. Il a également félicité les autorités de la transition pour leurs efforts déployés en vue de répondre aux préoccupations des populations de Kidal. La cérémonie a été clôturée par une parade militaire et une prestation de chants et des danses traditionnelles. Actualité en Afrique centrale, le retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo a déjà débuté, a annoncé donc justement ce samedi 13 janvier 2024 à Kinshasa, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. C'était au cours d'une presse organisée justement avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Plus de précisions, c'est dans ce reportage. Christophe Lutundula est formel, la mission onisienne a déjà entamé son retrait de la RDC. Ce retrait ne se fait pas de manière brusque, mais plutôt séquentielle. Le retrait a commencé. Le retrait séquencé sur l'ensemble de l'année 2014 à 2024, de sorte que la première étape va de maintenant jusqu'au mois d'avril. Nous allons faire l'évaluation, c'est prévu. Après le mois d'avril, nous arrivons à une évaluation que moi j'appelle politique et stratégique au mois de juin. Et on verra déjà à partir du mois d'avril s'il faut passer, parce que nous commençons avec le Sud Kivu, elle va vous donner un peu plus de détails. Il faut passer à la province du Nord Kivu ou de l'Ituri selon les données de l'évaluation. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a précisé que les retraits de la MONUSCO ne signifient pas la fin de la guerre, moins encore celle de la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le retrait de la MONUSCO ne signifie pas et absolument pas l'arrêt du combat que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement de la République, le Parlement de la République et l'ensemble du peuple congolais mènent pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays, son indépendance, sa souveraineté, et pour que les peuples congolais jouissent de tous les droits attachés à leur patrimoine national, à leur patrimoine culturel, à leurs ressources naturelles. Selon la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, le désengagement doit se faire en commençant par le Sud Kivu. Nous commençons avec le Sud Kivu. Et pour le Sud Kivu, nous sommes déjà à pied d'œuvre, comme il l'a expliqué, parce que nous avons un chronogramme sur lequel nous nous sommes agréés. Pour ce qui concerne la protection de civils, la MONUSCO va se focaliser sur le Nord Kivu et l'Ituri, a-t-elle précisé. La MONUSCO va se focaliser sur le Nord Kivu et l'Ituri, pour ce qui concerne la protection des civils. Donc la responsabilité de la protection des civils au Sud Kivu à partir du 1er mai sera la responsabilité unique de la RDC, donc des forces de sécurité nationale. Le retrait de la MONUSCO est une occasion pour la République démocratique du Congo de démontrer sa capacité à assurer sa propre sécurité et sa stabilité. Eh bien, vous ne vous trompez pas, le générique nous conduit justement à la page sportive de cette édition d'information.
Nous sommes de plein pied dans la fête du football continental qui se déroule justement du côté de la Côte d'Ivoire et cette 34e édition semble tourner en dérision des attentes n'est-ce pas prévues. Après les premiers matchs, les résultats laissent bouche bée, l'abstodo logique de sport où les favoris sont à 90% des vainqueurs. Fabio Ladombe. Favori pour les experts, la CAN dit le contraire et impose ses règles. Le festival du football africain semble tenir la logique en échec. C'est du moins ce qui ressort de certains moments favoris dont l'on voyait une entrée spectaculaire. Se sont vus faire des matchs de score de parité avec leurs adversaires, comptés parmi les outsiders. C'est là, l'on peut ajouter la rencontre Égypte contre Mozambique, le derby, dont la composition a été critiquée pour le fait qu'elle ne soit pas équitable, étant donné que le match opposait un champion de 7 étoiles à un pays qui n'a pas encore une étoile. Les pronostics dominants étaient ceux d'un match rempli de buts à l'honneur des pharaons. Mais à la grande surprise de tous, le Mozambique a été tout proche d'infliger une défaite surprise à l'Égypte pour son premier match de cette CAN 2024. Après avoir renversé la rencontre au début de la seconde période, les Mambas ont concédé l'égalisation sur penalty dans les dernières secondes. Le match entre les Pharaons et les Mambas s'est soldé sous un score de parité dans 2 buts. Disons à votre suite, depuis l'ouverture de ce tournoi, il y a justement une sorte de frénésie dans des stades. Lors du match d'ouverture, le stade d'Alassane Ouattara était seulement rempli à moins de 60%. Dans le même stade, s'est jouée la rencontre entre le Nigeria et la Guinée équatoriale dans des gradins quasiment vides. Match qui s'est soldé par 1 but partout. Une situation inquiétante qui risque justement d'ôter toute la ferveur à cette grande compétition d'envergure mondiale. La Coupe d'Afrique des Nations a démarré en Côte d'Ivoire dans des stades vides, alors que spectateurs et téléspectateurs ont constaté des trous béants dans le public en tribune. Une situation étrange avec plusieurs situations cocasses qui risquent d'être la norme. Les observateurs ne peuvent que constater l'écart entre les annonces et la réalité. Mais où sont passés les spectateurs? Il devrait être plus de 55 000 à assister à la victoire des éléphants 2-0 contre la Guinée-Bissau. Ils n'ont été que 36 000 le jour du match. Pourtant, le stade a une capacité de 60 000 places. Seulement un peu plus de 60% des places étaient occupées. Les tribunes pour cette rencontre étaient clairsemées. Les organisateurs de la compétition avaient même annoncé que les billets étaient en rupture de vente pour plusieurs rencontres. Pourquoi le taux de fréquentation des stades aussi bas pour les premiers matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, une compétition si attendue sur le continent? Pour l'instant, les organisateurs de la compétition ont du mal à trouver une explication crédible. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, interrogé à la sortie du match d'ouverture, se voulait optimiste pour la suite de la compétition. Pour lui, on va essayer de comprendre pourquoi il y a moins de monde. Est-ce que les gens ont eu peur de la pluie, de la distance, des conditions de sécurité? Il faut que les gens se rassurent. Les forces de sécurité ont fait un travail exceptionnel. Les gens vont être rassurés, estime le dirigeant du football ivoirien. Le stade d'Alassane Ouattara est-il trop loin du centre d'Abidjan? Il est situé à 35 km du nord du plateau d'Abidjan, le centre de la métropole. Comme on s'y connaît, ça risque de faire de tours de challenge sur Meta, Insta ou Twitter. Les formules comme « si tu ne peux pas, tu laisses ». C'est le générique qui annonce les clashs, faits et méfaits qui provoquent rire et fou rire. En tout cas, découragement n'est pas ivoirien. Découragement n'est pas ivoirien. Merci Alain Diop pour cette belle chronique. Il faut dire que cette édition justement se moque des titres, n'est-ce pas, ou alors des favoris, parce que le Cameroun, l'un des beaux favoris justement dans cette 34e édition, vient d'être tenu en échec par la Guinée équatoriale, score 1 but partout. Merci mesdames et messieurs d'avoir regardé cette édition d'information sur Pan-African Media. Rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir. À vous la CAN.